Voilà, on y va. C'est parti. Parashat Toldot. Donc, comme on a dit, toujours, quand on peut, évidemment, relier la halakha avec avec la paracha. Alors, évidemment, il y a toujours des tas d'options. Là, j'ai choisi le cas classique où Yitzhak, il donne l'ordre à son fils Esav de faire la shrita pour lui et lui donner à manger, etc., etc. Et le Midrash nous dit que n'ayant pas trouvé de bête pure à égorger qui n'appartenait à personne, eh ben il lui a cuit du chien. Il lui a fait un épagnol rôti. Et il lui a fait. C'est pour ça, enfin le Midrash nous dit parce que c'est pas de la halakha, mais c'est tout. On vit dans un monde fou, donc on peut tout mélanger tant que c'est dans le derrière du Hémet. On dit que un individu se promène avec lui, avec son Gehinom ou son Gan Eden. Si c'est un juste, alors il promène avec lui son Gan Eden. Et si c'est un rachat, ben il promène avec lui son Gehinom. Donc nous, on n'a pas des radars pour tester ça, mais Yitzhak, lui, il avait des radars. Donc quand son fils Esav venait le servir tous les jours avec assiduité, il y avait une odeur de Gan Eden qui émanait de lui. Et même quand il est devenu aveugle. Et tous. Et pourquoi ? Parce qu'il avait un respect pour son père tellement grand que la mitzvah de Kibud Avahem lui transmettait un Gan Eden autour de lui, malgré toutes les horreurs qu'il pouvait faire par ailleurs. Et donc, il avait l'odeur du Gan Eden quand il rentrait servir son père, plus fort que celui de Yaakov, comme dit le Midrash, que Esav, il s'habillait en costume cravate pour faire un café à son père, alors que Yaakov, il restait en tenue de Bachur Yeshiva, chemise blanche. Donc le Gan Eden que transportait Esav était plus fort. Mais maintenant, il lui dit, va me chercher ce que je t'ai demandé, et l'autre, ne trouvant pas, il lui a amené du chien, il lui a fait du chien, mijoté comme il faut, un épagnol et un basset, je ne sais pas. C'est même lui qui l'a cuisiné. Et à ce moment-là, on voit pas qu'il n'a pas demandé à sa mère ou à sa femme. Apparemment, c'est lui, il était en même temps. Parce qu'il ne voulait pas qu'on sache. Il était un bon cuistot. Et il avait les épices et tout ce qu'il faut. Il lui a fait un repas de chien. Mais à ce moment-là, quand il est donc rentré avec ses plats, le père, il a senti l'odeur du Gehinom sous ses pieds. Il a dit, oh là là, tout a changé. Voilà. Donc maintenant, ça c'était la parenthèse. Maintenant, dans la halakha, comment ça se passe quand vous êtes invité ou que on vous propose de manger quelque chose chez quelqu'un? Quel est votre comportement à avoir? Est-ce que vous pouvez faire confiance ou vous ne devez pas faire confiance? D'accord? Dans tous les cas de figure, que ce soit Shabbat ou pas Shabbat, que se passe-t-il? Que ce soit la famille, les amis, que doit-on faire? Alors, c'est là la question. Lui, Yitzhak, il a pris un gros risque, puisque, la preuve, quand il a fait confiance à son fils,
son fils n'ayant pas de crainte de Dieu, faute de grive, il a mangé des merles. Il n'avait pas trouvé d'agneau ou de cerf, il lui a amené du chien. Donc la même chose, si vous arrivez chez quelqu'un, alors il y a des poskim qui disent, si la femme qui cuisine, la maîtresse de maison, n'a pas la tête couverte, par exemple, elle est mariée, elle n'a pas la tête couverte, alors il y en a qui disent, oh là là, c'est symbolique, qu'ils ne font pas attention, et donc, ça c'est une grande discussion. Est-ce que la tête couverte est un signe de crainte de Dieu qui atteste sur la cacheroute, ou Bichlal, c'est une chose qui n'a rien à voir. D'accord? Donc voilà comment ça se goupille. Il y avait une histoire que vous connaissez toutes. Le Chafetz Chaim, il avait un ami, un supporter, un admirateur, un élève, qui lui offrait tous les ans un baril de graisse d'oie. Comme en Russie, il n'y avait pas d'huile, ni d'olive, ni de sésame, ni d'arachide. Donc les gens cuisinaient beaucoup à la graisse. Et comme il y avait des oies, alors la graisse d'oie, c'était très prisé parce que ça servait à faire toutes les cuisines possibles. Donc tous les ans, il venait lui offrir un grand baril de graisse d'oie. Un jour vient et il lui dit, voilà, Kavod Harav, je vous ai amené mon cadeau habituel et je voudrais que vous me disiez Mazal Tov. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que maintenant je commercialise ma graisse d'oie. Avant c'était artisanal à la maison, je faisais ça pour vous, mais là je fais ça et je vends. Il dit, ah bon, il dit, il y a un surveillant dans ton usine? Il m'a dit, ah non, je travaille seul. Il dit, alors je ne peux pas accepter ta graisse d'oie. Puisque tant que c'était gratuit, donc je te fais confiance. Dès que ça devient commercial, il faut qu'il y ait une surveillance de peur que quand il y a un problème, tu es obligé de fermer les yeux parce qu'il faut faire entrer l'argent. Donc, d'où vient le système du surveillant dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cantines, dans l'armée, dans les hôpitaux, parce qu'effectivement, il faut fournir la soupe, la viande et la purée. Et donc, s'il y a un problème, ça peut... si la personne n'a pas de crainte de Dieu, elle va refiler n'importe quoi, ce qu'elle trouve. Il y a des émissions de radio dans les radios religieuses. Alors il y a des gens qui téléphonent. Alors il y a une dame qui téléphone, elle dit, voilà, je suis rentré dans un restaurant, surveillance orthodoxe, mais il n'y avait pas le surveillant. Et le patron, il me dit, oui, t'inquiète pas, c'est Méadrine, tel truc. Elle dit, d'accord, ok, elle s'assoit avec sa famille, et pour une raison ou pour une autre, elle passait par la cuisine, et elle voit que c'est pas du tout le Hercher que le monsieur lui avait annoncé. Alors elle va le voir, elle dit, écoute, pourquoi tu m'as raconté des blagues? Tu m'as dit la dinde, le poulet, le machin, c'est pas vrai, j'ai vu des paquets fermés, c'est pas ça du tout. Alors il va, soi-disant, vérifier, oh là là, c'est bizarre, bon. Bekitso, puisqu'il n'y avait pas de surveillant, elle ne devait pas rentrer. D'ailleurs, ils font de la pub quand ils font des annonces sur des restaurants, ils disent surveillant sur place. Sinon, moi quand j'étais moins vieux ou plus jeune, j'avais un orchestre. Et donc l'orchestre, on rentrait toujours par l'arrière.
avec les instruments pour pas déranger les invités. Donc on rentrait du côté jardin. Et donc on passait par les cuisines quelquefois, et donc on voyait tout ce qui se passe. Et quand vous voyez ce qui se passe, des fois vous disiez il valait mieux emmener son sandwich avec soi, quoi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le surveillant 24 heures sur 24, même avec un surveillant devant vous, le propriétaire il est capable de vous amener un chien grillé et sous votre nez vous ne le verrez pas. Donc ça veut dire que dès qu'il y a de l'argent en jeu, on ne peut plus avoir confiance. Maintenant, autre chose que l'argent, c'est l'honneur. L'honneur de la famille. La dame vous a dit, venez manger à la maison, et puis peut-être qu'elle n'a pas trouvé ce qu'il fallait dans le magasin que vous cherchez, et puis alors elle vous a pris, elle dit bon, il ne va rien. Alors si c'est quelqu'un de réputation qui a la crainte de Dieu, on le voit dans son comportement, alors vous n'avez pas de questions à poser. Celui qui pose des questions, eh ben, il se trompe. Il ne faut pas poser de questions. Vous allez chez quelqu'un qui a des signes extérieurs de crainte de Dieu, lui et sa femme, la maison, vous voyez que... Alors vous pouvez manger tranquille. Mais pas le droit de poser des questions. Bah oui. Moi, quand j'invite des gens, je ne réponds pas aux questions. C'est peut-être du chien que je vous sers, mais ça ne vous regarde pas. Puisque je suis... Cachère. Comment on dit présomption. Pas habillé. On parle pas d'habillé, mais non, on parle de comportement. Habillé, tout le monde peut s'habiller. Oui, comme dit, la barbe ne coûte rien, une kippa ça coûte 10 shekels. On ne parle pas d'habiller, on parle de mode de vie. Bon, quand j'étais en France, on faisait des visites dans les communautés lointaines. Orléans, Tours, Béziers, des trous, quoi, des trous perdus où il y avait... Alors quand vous alliez chez le rabbin, vous demandiez si c'était une maison juive, quoi. La mezouza camouflée derrière, la télé en gros, un livre une Bible qui se disputait avec un Eli Munk, oui, et le reste Balzac, Beethoven. Des fois vous disiez, c'est ouais, la femme du rabbin en jogging, en pantalon. Un chien qui waouh, waouh. Donc des fois c'était effrayant, quoi. Donc on te dit, si tu vas dans une maison où tu as des signes extérieurs dans la vie, tu le sais, comment c'est chez lui, comment ils vivent, lui, sa femme, ses enfants, etc. Donc tu dis, tu n'as pas le droit de dire, s'il vous plaît, d'où ça vient la viande que vous avez mis sur la table? Tu ne poses pas de questions. Après, il y a des gens qui ont des... Vous avez compris? Quelqu'un qui vous dit... Eh ben alors qu'ils ne viennent pas. Ouais, ils vont dire, moi je prends que rab marteau. Eh ben qu'ils prennent... qu'ils prennent ceux qui veulent, ils n'ont pas le droit de poser des questions. Moi j'avais à ma table, quand mon fils était à Torah Temet, il avait ses copains de Torah Temet, il avait un de ses copains, c'était Erkovitch, celui qui fait le Hercher de Chabad. Que viande Chabad, poulet Chabad, dinde Chabad. Erkovitch, il s'appelait Off Anash. Mais Kitsour, mon fils il me dit, bon écoute, je vais t'emmener 3 copains à moi, dont Erkovitch, qui était un pote à lui. Alors je lui dis, je te préviens, il pose pas de questions. Il m'a dit, non, pas de problème. Son père lui a dit, quand tu es invité, tu te poses pas de questions. J'ai dit, ben voilà, au moins il est intelligent.
va pas forcément manger. Il sait rien du tout. Dès qu'il me posait une question, pas eux, ils s'en fichaient les gars. Là. Les gosses, c'était 100 fois meilleur qu'à Torah Temet, que ce que ma femme pouvait leur faire. Donc ils en reprenaient 3 fois sans poser de questions. Donc c'est un klal. Quand tu vas chez quelqu'un qui a une réputation d'Irat Shamayim, qu'il ait une kippa noire ou srouga ou nanar, ce que je sais moi, tu ne dois pas poser de questions. Maintenant, la question se pose quand tu as affaire à des parents, ou des cousins, ou des trucs qui sont... Alors, tu ne vas pas commencer à poser, est-ce que vous avez trempé la vaisselle? Est-ce que vous avez 2 éviers? Est-ce que vous avez... Tu dois te renseigner avant. S'ils ont 2 éviers, ça va. Mais s'ils n'en ont qu'un, alors on va savoir comment, avec quelle éponge ils lavent, etc. Ça peut être... Alors si tu vois dans leurs réactions qu'ils connaissent la musique, quoi. Alors ou tu y vas, ou tu n'y vas pas. Si tu y vas, tu te la fermes, et tu ouvres la bouche pour manger. Ou tu n'y vas pas, et tu vexes pas, tu dis je n'ai pas l'habitude de manger nulle part. Excusez-moi. Tu blagues, tant pis. Pour pas les vexer. Mais il n'y a rien de pire que d'aller chez quelqu'un et de dire ça je prends pas, ça je prends pas. À Paris, quand on faisait il y avait on faisait la chaîne des Mélavé Malka. Toutes les semaines, c'était une famille différente. Alors, ils exigeaient des kélim en plastique. À l'époque, c'était pas trouvable facilement. Hein. Les verres en plastique, alors, il y a des gens qui étaient vexés. Parce que c'était des gens connus dans la communauté pour être en cachère, leur mère, leur femme, leur mère, leurs enfants, tout le monde. Et on les obligeait à acheter des trucs en plastique pour pas vexer les... Comment ? Donc, en vous écoutant, je vois qu'il y a des par contre, vous connaissez. Bah oui. Je vous ai raconté cette anecdote. Ma grand-mère, que j'ai connue, enfin, j'en ai une qui est morte quand j'étais tout petit, mais une que j'ai connue jusqu'à très tard. Quand on lui achetait de la vaisselle, elle prenait une bassine et elle trempait les kélim dans la bassine. Et on disait, mais, on ne prend pas dans une bassine, il faut aller dans le mikvé de la République ou... Elle dit, non, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc moi j'étais gentil, ma grand-mère et moi on était cueillis comme on dit. Donc je lui prenais sa vaisselle, je la lui trempais, etc., etc. Mais voilà pas, mes chers enfants, que quand j'ai grandi un peu, j'ai ouvert les livres. Et dans les livres, il y a écrit effectivement que quand c'est difficile d'avoir un vrai mikvé de femmes ou de guerre, c'est-à-dire 40 CA d'eau de pluie, tu peux tremper dans un grand bac ta vaisselle, et c'est bon. Parce qu'il y en a qui disent que la tevila des kélim, c'est pas aussi grave, ça n'a rien à voir avec la femme, parce que là-bas c'est le mikvé, c'est obligé. Et le guerre aussi, il faut un vrai mikvé. Tu peux pas faire comme certains rabbins qui trempaient les guérims dans les piscines. Ils faisaient des conversions et ils les trempaient à la piscine. C'est pas valable ça. Il faut que ce soit de l'eau de pluie. Mais à part ces 2 cas extrêmes, parce que c'est la Torah et c'est passible de mort, etc., il y a beaucoup de décisionnaires qui disent mais une bassine ça suffit largement. Tu prends ta vaisselle et tu la trempes, tu la sors. Mais il faut que le robinet coule à flot pour que... Qui vous a dit ça maintenant? Je pose la question. Alors ne la posez pas. Mais si. Parce que je lui donne le patate, je lui lave une bassine remplie d'eau, elle me fait, pour que le robinet coule à flot. Non mais je me demandais, parce que pour que l'eau... Vous avez compris? Justement, il ne faut pas que l'eau coule à flot, il faut qu'elle soit dans une bassine. Bekitsu, j'ai
J'ai demandé pardon à ma grand-mère, donc J'allais dire, vous avez demandé pardon. bien après, en lui disant, Mémé, on croyait que tu racontais n'importe quoi. En vérité, elle avait une base inscrite dans nos saints livres. D'accord? Donc la même chose, il y a des gens qui vont dire, ah, je ne mange pas chez cette personne-là, bien qu'ils me disent qu'il achète Marpoud ou je ne sais qui, Lando, parce qu'elle ne trempe pas la vaisselle. Je suis persuadé qu'ils ne trempent pas leur vaisselle. Qui t'a demandé de leur demander? La mitzvah de tremper la vaisselle, elle est pour lui, mais pas pour toi. C'est pas ta vaisselle, c'est la sienne. Oui, donc même si on mange dans sa vaisselle qui n'est pas trempée. Voilà, tu n'as fait aucun problème, puisque la mitzvah de tremper la vaisselle, elle est pour le propriétaire de la vaisselle, pas pour le... C'est ce qui reprochait les orthodoxes à Manitou. Manitou, dans son institut Mayanot, il trempait pas la vaisselle. Et comment les gens le savaient? C'est parce que des fois, il y a des gens qui mangeaient à midi des rabbiniers ou des gens qui... Et ils voyaient qu'il y avait encore l'étiquette, par exemple. Donc, ils ont engueulé Manitou. C'est quoi ça? Alors, il expliquait qu'effectivement, comme c'était un endroit public, et que, Baruch Hashem, avec les gosses et les gens, il y avait de la casse régulièrement, donc c'est tous les 10 jours qu'il fallait racheter des nouvelles assiettes, des nouveaux verres, donc il trempait pas. Alors il y a des gens qui disent orthodoxes, évidemment, c'est quoi ça, c'est pas cachère, c'est pas religieux, gna gna gna. Mais apprends, va apprendre d'abord. Tu ne peux pas toujours tout niveler par le très haut, tu peux niveler par le minimum. Voilà, donc si vous êtes invité quelque part, ne commencez pas à dire « Ah, c'est bizarre, hein, d'abord elle se couvre la tête qu'au moment du kidouche, sinon dans la rue elle marche comme ça. » Il faut avoir des preuves, comme Yitzhak, qui avait des preuves claires que son fils était un hyper peu craignant Dieu, qui était capable d'amener du chien en dernier recours, mais sinon, qu'à Dieu ne plaise, les gens, ils ont un mode de vie où tu vois qu'ils font attention, bah, tu n'as pas de raison de les soupçonner où tu vas, où tu ne vas pas. Mais ne va surtout pas en disant, ça je prends pas. Est-ce que vous pouvez me donner un verre en plastique? Ne vexe pas les gens. Ou tu prends, ou tu fermes les yeux et tu manges, ou tu ne manges pas, point final. Comme ça, tu as réglé ton problème. Est-ce que vous avez des questions? Oui, par rapport aux éponges. Mais non, avec le corona, en plus, c'est encore plus beau. il faut être sûr que vous avez un scaphandre quand vous préparez votre omelette, quoi. Allez-y. Vous avez une question? Oui. Alors, allez-y. Par rapport aux éponges, les deux éviers. Avant, il n'y avait pas deux éviers. Non. D'accord. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de communautés. Il y avait déjà beaucoup de communautés qui ne mangeaient pas halavi, par exemple. Ouais, non, mange pas halavi. Il n'y avait pas de... Il y avait ils mangeaient du yaourt de temps en temps, ou un verre de lait de temps en temps, ou un verre de... On peut faire l'inverse, rien que par à la vie, pas passer. Voilà. Donc, nous, à l'époque, à Paris, nous avions... Quand nous avions... On devait louer un appartement, eh ben, il n'y avait qu'un évier. C'était pas Arnoff ou Baïdegan. Donc, il n'y avait qu'un évier, donc on lavait la vaisselle halavi. Bon, moi, je suis un grand halavi dans l'éternel. Moi, je pourrais manger du fromage sur la tête d'un teigneux. Ouais. Ma femme, c'est le contraire. Elle ne supporte pas du halavi. Moi, je pourrais manger Erev Kippour, pendant Kippour, donnez-moi du roquefort puant et du gruyère. Et du gruyère, comme ma femme... Quand je mange mes fromages à la maison, ma femme ferme les portes et elle sort. Ah, moi, plus ça pue, et plus... Comme disait mon père, à la vache à l'homme, un fromage, s'il ne marche pas, on ne mange pas.
Ils entendent tout ça, là. Mais je n'ai pas l'intention de cacher ce que je vous dis, c'est des halakhot que je vous raconte, c'est pas des... Du fromage Alors, puant. alors, quand c'est ça, on lave à la salle de bain, c'est ça? Alors voilà, dans la salle de bain, Avec le biberon. on lavait le biberon, les trucs dans le lavabo de la salle de bain avec une bassine, point final. Dans la salle de bain où se trouve la asla. Ah, ouais. L'homme échané. Ah, le Mais Chanel. le fromage corse avec les habitants, c'est pas du tout caché, ça, quand même. Myanmar. Le quoi? Qui c'est qui vous a dit que le fromage qui marche, Ah, quelle horreur. oui, il marche, le roquefort qui avance sur la table. Ah, quelle horreur. Bon, Bekitsu, à l'époque, on faisait des choses et les gens croyaient que c'était vraiment du limite, alors que c'était entièrement permis. Ah, c'est intéressant. Le Rav Ovadia Yosef, il est dans la théorie, il est formidable, parce qu'il vous dit, un évier, ça suffit, il joue sur les éponges et les trucs, c'est très compliqué, concrètement, de réaliser ça. Il faut avoir au moins deux éponges, une bassine différente, parce qu'il y a toujours des remontées. Dans la théorie universitaire, ça marche, mais tarles, sur le terrain, c'est pas shoot, avec les mains grasses, etc. Mais disons que quand on connaît bien la halakha, on se rend compte que, comme on dit chez les Tunisiens, avant de faire pas bien, il faut se lever de bonne heure. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un et qui a des conditions qui vous semblent bizarres, alors va apprendre, va te renseigner que c'est valable, et après va manger. Si tu n'as pas confiance, bye bye. Voilà. Encore une question, après vous arrêtez. Comme on fait avec les enfants. Mais Les assiettes halabi, les assiettes basari, on m'a dit qu'en prenant des assiettes en verre, ouais. Ça pouvait être... Ouais. Bon, les séfarades d'avant, ils faisaient ça parce que c'est une marque loquette si le verre absorbe ou pas. C'est à l'époque où les gens ils étaient pauvres et ils n'avaient qu'un service. Alors ils pouvaient utiliser cette permission. Mais aujourd'hui, pour une poignée de shekels, vous pouvez acheter des services entiers. Donc c'est dommage parce qu'il faut que l'assiette soit pas rayée, elle peut être rayée, ça pose des problèmes, c'est pas toujours bien lavé, etc. Pourquoi rentrer dans du après coup quand on peut faire du a priori bien fait? Mais il y a beaucoup de gens qui ont des lave-vaisselle. Si avant les gens ils étaient coincés par l'argent, on peut comprendre. C'était ça la raison. En plus, effectivement, c'est une marque loquette. Si le verre, surtout que le verre de nos jours, c'est pas du verre. C'est en général du Pyrex ou du Larcopal. Donc il y en a qui disent qu'il y a du métal dedans, donc c'est pas vraiment comme du verre. Donc, comme on dit chez nous, te casse pas la tête, achète 2 vaisselles. Si tu veux, je te paye moi les 10 assiettes, ça coûte 23 shekels, c'est pour. Non, le Rav Ovadia Yosef, il s'est battu, par exemple, pour le vin. D'exiger que le vin soit du vrai vin. Pas de la flotte sur laquelle on dit chez Akol, sur laquelle on dit Geffen. Et des coulottes à dormir debout, lui rajouter de l'alcool et du sucre et du collant. Il a raison. Tu exiges qu'un vin, il ait 51% de raisin. Je comprends. Il a fait une guerre là-dessus, il a eu raison. Et d'ailleurs, il a gagné parce que même les Ashkenazim les plus légers, vous connaissez la blague du Badatz? Ben oui, le gars, il a un vin du Badatz. Badatz, c'est les Ashkenazim. Donc il faisait, soi-disant, 16,5% de raisin, ça suffit. Ce qui est une catastrophe. Parce que c'est... Alors avant de mourir, il appelle ses fils, il dit « Mes enfants, je vais vous avouer un grand secret. Même dans le vin, on peut mettre du raisin. » Donc oui, moi je me rappelle, il y avait un vin que tout le monde buvait. Un vin de la Badatz hyper reconnu par tout le monde. Un jour, il y a un agent des impôts qui rentre. C'était un vignoble qui était à Ramoth. Le gars des impôts, il rentre et il dit, un peu bizarre, sur un
territoire aussi petit, tu as réussi à faire 200 000 bouteilles? Un peu bizarre, c'est impossible. Ils ont dévoilé le poteau rose, qu'en vérité, ils n'utilisaient pas de raisin du tout. Ils achetaient de la poudre de raisin d'Italie, qui n'était même pas cachère, ça avait un problème. Un micmaqué. Et alors à ce moment-là, Badats. Et à ce moment-là, il y a eu un scandale. Pas un scandale, un raz-de-marée pour dire il ne faut plus acheter le vin de la Badats parce que c'est même pas cachère, c'est pas que c'était chez Acol, c'était probablement du vin. Et pourquoi? À cause de cette légèreté de dire ah 17% c'est bon, mais rigolo, c'était à l'époque où les vins étaient très forts. Alors 17%, quand tu avais beau rajouter de l'eau, c'était du vin. Mais aujourd'hui, même 51%, c'est très très léger. Donc le Rav Ovadia, il s'est battu là-dessus, sur ce truc, et il a gagné. Mais sur les lave-vaisselle, son combat est inutile. Pourquoi tu vas faciliter les gens à n'avoir qu'une vaisselle, sous prétexte que c'est en verre, alors que tu peux avoir 2 vaisselles et dormir tranquille. Voilà. Parce qu'il a mené un combat pour ça, pour la vaisselle. Oui, il disait à quoi ça sert l'exigence de 2 éviers et 2 éponges et 2 machins. Ça c'est valable quand tu es dans le laboratoire. Mais dans une cuisine, ça va vite et ça peut être chaud, ça peut être brûlant, il peut y avoir de la graisse, c'est compliqué. C'est pas réalisable concrètement par une jeune mariée ou un bachou. Et on s'embrouillait. Alors pourquoi après téléphoner, allô, j'ai nettoyé avec une éponge de graisse Khalavi, mon truc de viande. Voilà. Nous avons terminé avec donc vous avez appris pas mal de petits trucs sur le chien de Esav. Vous voyez comment le chien de Esav nous a amené à parler du roquefort qui marche. Voilà, maintenant on va parler de la paracha. Au niveau de la pensée juive, pas de la halakha. D'accord? Alors il y a écrit, vous avez peut-être lu la paracha, on voit beaucoup de fois une confrontation entre Yitzhak et le roi des Philistins qui s'appelait Avimelech. Je ne veux pas faire attendre nos spectateurs et dévoiler votre ignorance. Il s'appelait Avimelech, Melech Plishtim. Je l'avais dit, hein. Quand vous l'avez dit? Eh ben, il fallait crier. Moi, je l'ai pensé tout de suite. Et le roi d'Égypte, comment il s'appelle? Paro, bravo. Ah oui. Bravo. Ah, c'est pas moi, ça va. Et comment il s'appelle le roi de Rome? Anatolie. César, le César, etc. C'est des dynasties. Donc le Avimelech, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Avimelech de Yitzhak n'est pas forcément l'Avimelech d'Abraham, et ne sera pas oui, c'est une dynastie. Donc ça peut être le père, le fils, et c'est pas obligé qu'ils se transmettent les messages de leurs ancêtres. Comme les pharaons. Vous avez compris? Voilà. Donc Avimelech, Donc c'est pas le même que celui-là. c'est peut-être pas le même que celui d'Abraham. C'est pour ça qu'il a demandé de Melech Philistin. Donc maintenant, la chassidoute, mais la Kabbalah aussi, mais plus la chassidoute, elle explique que Avimelech, c'est le roi des Philistins. Qu'est-ce que c'est? Les Plishtim, c'est pas les Palestiniens, hein, bien qu'à un moment donné, ils revendiquaient des descendants des Philistins. Alors qu'en vérité, quand vous grattez un peu l'histoire, les Philistins, c'était des Vikings. Pour ça qu'ils ne rentraient pas dans la terre. Ils venaient du Danemark et ils avaient des bateaux très aigus. Et donc ils se mettaient au bord de l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de la terre. C'était des guerriers. Et mademoiselle Dalila, pas Dalida, Dalila,
ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, Samson et Dalida, parce que lui, c'était un Thémani, il était de la tribu de Dan. Donc il était brun de peau, cheveux noirs, Des yeux noirs. enfin les yeux noirs. Et elle, c'était une blonde, une blonde viking. Et donc, quand les Palestiniens ils disent on descend des alors, apprenez l'histoire et après vous arrêtez de vous embrouiller, quoi. Non, parce qu'ils habitent à Gaza. Gaza, c'est la région des Philistins. Et là, alors, une petite anecdote. On dit que quand Shimshon a été attrapé, il a mis enceinte plein et des milliers d'enfants philistins. De quelle tribu était Shimshon? De Dan. Comment s'appellent les Vikings? Les Danim. Les Danois. Comme par hasard, mes chers. Donc il y a peut-être une similitude ethnique entre les Danois, qui seraient en vérité, après ils sont retournés dans leur pays, quoi. Les gens de Haza ou de Bethléem, ils n'ont rien à voir avec les Danois. Hein. D'accord? Donc, pourquoi je vous raconte ça? Pour dire que la Chassidut explique que Plishtim, ça vient d'une notion qu'on trouve dans la Halakha. Quand vous avez une impasse, une ruelle. Si l'impasse ou la ruelle a un mur au bout, donc vous avez rien qu'une ouverture, on appelle ça un passage, un mavoy. Un mavoy. Satoum. Une impasse bouchée. Comme on dit en politique. Mavoy Satoum. On est dans l'impasse. Mavoy Satoum. Maintenant, quand le mavoy, quand le passage ou la ruelle est ouverte des deux côtés, donc c'est un problème pour Shabbat, si on peut porter dedans, etc. Ça ressemble à la rue du domaine public. On appelle ça mavoy à mefoulash. La ruelle éclatée, débridée, ouverte des deux côtés. En mefoulash, Plishtim vient de mefoulash. Ça veut dire les Plishtim, c'est une nation de laisser aller. Et c'est donc une force du mal qui s'appelle les Plishtim. Pas seulement un peuple ethnique qui a existé, mais c'est en même temps une notion que dès que vous avez un comportement de laisser aller, de moquerie, de manque de pudeur, de manque de pudeur dans les mots, ça s'appelle Plishtim. C'est la Klippa des Plishtim, qui est d'ailleurs aujourd'hui très en mode, très à la mode, de pouvoir dire ce qu'on veut, de montrer ce qu'on veut, être ce qui nous passe par la tête. Donc on appelle ça les Plishtim. Maintenant Yitzhak, c'est la rigueur. C'est la rigueur, c'est celui qui sait qu'on ne peut rien avoir sans rigueur. Donc automatiquement, l'un ne va pas avec l'autre. D'accord? Alors, c'est pour ça que la Torah vous raconte un événement tout à fait bizarre, que Yitzhak il creuse des puits, et les Philistins les bouchent. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, ça? Alors on dit, ben oui, le fait de creuser des puits, ça veut dire que j'ai en face de moi un individu, et je m'efforce,
par ma lumière, par mon travail, par ma recherche, d'aller vers lui, je creuse le puits à tel point que je fais sortir l'eau. L'eau jaillit. Donc il devient un être lumineux, éclairé, etc. Vient maintenant le Philistin, il bouche le puits. Et il dit, ah! Donc c'est la moquerie. C'est ce qu'on appelle la moquerie. C'est-à-dire, vous avez expliqué pendant un quart d'heure la grandeur du Shabbat, la beauté du Shabbat. Alors la personne vous écoute, il dit, ouais, ça vaut le coup, ouais. Et puis après Shabbat, tu te sens bien, parce que tu as passé tu t'es déconnecté du monde, et des appareils, et des affaires, et de la bourse, Alors tu es un autre homme, tu es revigoré grâce au Shabbat. Alors quand on ne fait pas Shabbat, on est toujours sur la même ligne, quoi. On est enfermé. Alors toi, tu as bien démontré ça, la personne elle dit, ouais, j'ai envie de faire Shabbat. Et puis quelqu'un il vient et dit, comme ça tu pourras plus aller à la plage, hein, comme ça tu pourras plus prendre ta bagnole. Et la cigarette, fini. Ça y est, tu lui as tout cassé, tout le raisonnement, il dit, oh ouais, c'est vrai, oh j'ai oublié ça. Donc il a joué le rôle de Philistin. Il a bouché la lumière que tu commençais à remonter à la surface. Donc on voit bien que la force du mal qui s'appelle les Philistins, c'est un truc extrêmement facile. Très facile dans l'obscurité de la galoute. Alors toi tu t'efforces de creuser le puits, et n'importe quel crétin, bidenien, démocrate et gauchiste, c'est ce que tu veux, ouais, il vient avec sa réflexion facile, tout casser, quoi, tu vois. Par contre, toi, tu expliques pourquoi l'homosexualité, c'est pas du tout le chemin de la création du monde, la construction, on arrête, l'humanité s'arrête, quoi. Il n'y a rien derrière. Tu expliques, la personne, elle dit, oui, c'est vrai. C'est agréable parce que un homme et une femme, c'est en kikinant, hein. Un homme, ça ne ressemble pas à une femme ça ne ressemble pas à un homme. Waouh! C'est la guerre. Le blanc et le noir c'est la guerre. Donc c'est mieux homme, femme. Entre gens identiques, il y a beaucoup moins de conflits. On voit bien d'ailleurs dans une société, quand vous entrez dans une société, vous voyez les hommes d'un côté en train de parler de football ou politique, automatique, et les femmes entre elles, en train de parler de chiffon et de maquillage et d'éducation ou de cache-route, c'est automatique. Ça veut dire que les gens recherchent, comme dans une choule, un enfant recherche un autre enfant. Il ne va pas chercher un vieillard. Même dans les écoles où c'est... Voilà. Moi, je vois des filles, je vois des filles. Voilà. Il y a un automatisme. Un automatisme. Les crétins qui veulent unifier les sexes et tout, ils observent pas. Et moi, j'ai observé quand j'ai des enfants chez moi, vous voyez la fille, elle prend la poupée, alors elle lui donne le sein, elle va chercher une bouteille, elle lui donne le biberon, ou alors elle va chercher un peigne, elle commence à me remplir la baignoire d'eau pour lui laver la tête. D'accord ? Vous donnez au garçon la même poupée, au bout de 20 secondes, il a arraché le bras, il a enlevé les cheveux, il a jeté la poupée contre la fenêtre. C'est pas parce qu'on l'a éduqué comme ça, la fille ou le garçon. C'est la nature. La fille, elle va vouloir la coquetterie, le parfum, et le garçon, il va vouloir c'est naturel, c'est pas un bourrage de crâne de Khidour. Moi, je vois automatiquement, tu prends des garçons et des filles en bas âge, dans deux pièces différentes de la même pièce,
ça va être deux mondes à part. Donc c'est compliqué de relier l'un avec l'autre. Donc c'est tellement plus facile de dire entre hommes c'est bien, entre femmes c'est bien. Toi tu viens et tu casses. Et tu dis non, c'est la lutte entre l'homme et la femme, c'est ça qui fait la vie. Adam Arishon et Chava et Sarah et Abraham, et la vie elle est comme ça. D'ailleurs on le voit bien au niveau halakha. Un homme peut dormir avec sa fille et une maman avec son fils. Ah bon? Jusqu'à quel âge? Alors que on ne verra pas, on ne voit pas la mère avec la fille et le père avec son fils. Pourquoi? Parce que il y a une incointance justement entre femme et homme, plus facile entre père et fille et mère et fils qu'entre mari et femme, mais c'est une vérité. Vous avez compris? Donc toi tu viens, tu essaies d'expliquer à des gens qu'effectivement c'est beaucoup plus dur d'associer un homme à une femme, mais c'est ça la volonté, c'est ça la vocation de l'être humain. L'être humain il n'est pas venu sur terre pour ne rien faire. Malheureusement, à cause d'Adam Arishon, on est venu sur terre pour en baver. Et là, on en bave beaucoup moins qu'avant. Donc ça veut dire que toi, tu as travaillé là-dessus. Et vient le crétin ou la crétine en disant « Mais non, c'est mieux l'amour libre, c'est bien de laisser les gens comme ils veulent. » C'est du philistinisme. Ça s'appelle philistin. Tu casses toi, tu as ouvert le puits, tu as soulevé l'eau est remontée à la surface et la personne, elle vient avec une argumentation facile, parce que c'est facile d'être philistin. Facile. C'est facile de détruire. Après, on a prié, par exemple. Prier, c'est pas shoot, c'est dur. Tu as prié, tu t'es tué pendant 1 heure, tu t'es concentré avec des choses qui sont pas toi. C'est pas toi, la prière, c'est un truc extérieur que tu intègres. Une fois que tu as fini de prier, il y a n'importe quel idiot qui vient, une fois que tout est fini, qui fait une grosse blague, et ça casse tout le sérieux de la prière. Travail de philistin. Donc on voit bien que ça va, c'est en guerre, l'un et l'autre sont en guerre. C'est pour ça que, à chaque fois, Yitzhak, il fait un effort gigantesque avec Rivka, et à chaque fois, Avimelech, il vient, et il bouche les puits de Yitzhak. Et donc c'est le travail que nous avons à faire, justement, de ne pas se laisser philistiner, ne pas laisser... Il faut être agressif. On voit que Yitzhak, il ne se laisse pas faire. Et c'est le combat qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc, contre toutes les tentatives dans le monde juif ou goy, parce que maintenant il y a un universalisme qui s'installe, contre toutes les tentatives de laisser le monde aller, au lieu de se construire, il faut justement se battre. Il faut, même si on ne peut pas se battre, parce que ça peut coûter cher, mais au moins intellectuellement, ne pas se laisser bassiner par toutes les propagandes du monde entier sur oui, il faut comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Comme la paix avec les Palestiniens, c'était quoi? C'était aussi un truc facile. C'est facile. Au lieu de dire aux gens, la terre est à moi, ils n'ont rien à voir là-dedans, ces gens-là. Non, il faut deux peuples, deux terres pour deux peuples. C'est tellement... Comme les Amerlocs avec l'Iran. Mais laissez-les, ils vont la bombe atomique, mais c'est pas grave. Ils sont gentils. Quand ils voient
quand vous le recevrez sur la figure, bah, vous direz, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc tous les raisonnements du monde occidental moderne, c'est pencher vers la réaction du Philistin, quoi, de débrider la chose. Alors, vous dites un mot de travers, ah, tu es anti-islam. Tu dis, il faut... Moi, quand j'étais à Paris, dans le 18e, je connaissais le commissaire du 18e, un goy. Alors il me dit, oh, vous savez, il y a beaucoup de voitures, de vols de voitures et tout. Alors je lui dis, ouais, j'ai dit, qui c'est qui fait ça? Il me dit, mais monsieur, c'est les Arabes. À l'époque, il osait dire ça. Aujourd'hui, il aurait été en tôle. Mais monsieur, qui voulait qu'il fasse ça? Ouais. Qui c'est qui fait ça? Ça s'appelait comment ça s'appelait? La roulotte. La roulotte. Ils ouvraient le coffre et ils volaient ce qu'il y avait dedans. Alors le commissaire me dit, mais monsieur, ce sont les Arabes. Aujourd'hui, vous direz un quart de ça, vous allez en tôle. Vous avez un procès pour diffamation, pour racisme, pour islamisme. Coluche, il se moquait des homos. Et Louis de Funès et tout le monde. Dans les films et même au temps de Molière. Mais maintenant, vous dites un demi-mot, mais vous êtes en danger de prison. Ça veut dire que les Philistins, ils ont une porte ouverte. Donc nous devons être des Yitzhak. Nous devons malgré tout, malgré la difficulté, parler aux gens et expliquer que non, le monde, il doit pas être comme ça. Et même si je suis le dernier, je continuerai à le crier, etc., etc. D'accord? Comme Israël qui ne s'est pas désespéré, qui a continué à... Voilà, et à la fin, on te dit, il a gagné que les Philistins ont arrêté de creuser les puits, et ils lui ont laissé, et il a appelé ça le puits le dernier puits qu'il a creusé, il s'appelait Rehovot, la largesse. Ça veut dire que non seulement tu as la victoire, mais tu as la victoire belle. Ça veut dire que en fait, l'humanité, elle veut ça. Elle veut pas des Philistins. Elle veut pas. Regardez les enfants de première terminale, Yud Aleph, Yud Bet. Eh ben, ils ont manifesté pour que les écoles reprennent. Ils ont dit, on a marre des zooms et des machins, on veut une vraie classe avec un vrai prof, qu'on puisse crier dessus, se disputer, avoir une vraie école. C'est le retour de la manivelle. Alors qu'avant, les gens disaient, oh non, c'est tellement bien les vacances, c'est tellement bien de rien faire. Ah ben non, à la fin, tu en as marre. Tu en as marre. Comme les gens, ils décident un jour de faire un régime. Je vais faire du sport, je vais me priver de ça, j'en ai marre de me laisser aller. Tout le monde. Moi, je connaissais des chrétiens en France, des intellos. Ils me disaient, mais impensable d'avoir la télé à la maison. Ils disaient, mais c'est un instrument d'abêtissement des goïms, pas des orthodoxes de Baï Vegan. Goïms qui disaient, mais vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais dans un bureau, et alors la dame me dit, elle voulait voir mon niveau de richesse, quoi. Elle m'a dit, vous avez une voiture? J'ai dit non. Vous avez la télé? J'ai dit non. Elle m'a dit, vous n'avez pas la télé? Comme si j'étais un dinosaure. Alors elle dit à sa copine, il n'a pas la télé. Et l'autre lui dit, mais il a raison. Vous avez compris? Encore nous, la télé de notre époque, c'était cachère, c'était amusant, c'était presque instructif. Mais avec le temps, ça devient un phénomène d'abêtissement qui se poursuit avec les... Donc ça veut dire qu'il faut dire aux gens, non. Alors vous dites, mais c'est un combat perdu. Il dit non, il dit Yitzhak, il a gagné. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, le mercredi,
Avimelech le convoque, hypocrite comme il est, en lui disant, mais on t'a jamais fait de mal. Bah, évidemment, on t'a jamais fait de mal. Tu m'as bouché les puits, alors qu'à l'époque, l'eau, ne pas avoir d'eau, c'était mourir. Hein? Comme les gens disent, oh, je m'en fiche, moi, qu'il pleuve pas. Bah, je dis, bien sûr, quand tu ouvres le robinet, il y a toujours l'eau. Mais si que Dieu préserve, il y avait un problème d'eau dans le monde, bah, c'est pas 3 shekels que tu achèterais là. C'est au marché noir. Donc les gens ne se rendent pas compte. Donc à l'époque, il lui coupait l'eau, et puis après il lui dit, mais je t'ai rien fait de mal. Si ce n'est que te condamner à mort. Et à la fin, il lui dit, tu es béni. Béni sois-tu, parce que j'ai vu avec ton père et toi que Dieu est avec vous. Ça veut dire que votre truc, il marche. Parce que aujourd'hui, à part les Trump qui se réclament de Dieu et machin, oh, il va voir que vous réclamiez de Dieu. Quand quelqu'un il ose dire avec l'aide de Dieu, en France on le regarde de travers. L'aide de Dieu. Mais à l'époque, ils n'étaient pas superstitieux, ils étaient plus lucides. La preuve c'est qu'il dit, tu es aimé de Dieu, je vois. C'est-à-dire que la réussite ou la catastrophe, elle était liée avec la foi et la crainte de Dieu. Donc on dit, il faut être Yitzhak, il faut surtout, Yitzhak c'est la rigueur. Et j'ai raconté qu'à un quartier, le Bnei Brak de New York, s'appelle Monsey, c'est pas New York. Je vous l'ai raconté l'autre fois, non? Dans le quartier de Monsey, c'est que des orthodoxes là-bas. Cacheroute, mikvé, école, tout est. Même les flics, ils sont. Ouais, même les flics, ils sont. Font attention de ne pas choquer, le Shabbat, etc. Et il y avait des gosses qui disaient à leurs parents, mais pourquoi entre hommes, le mariage entre hommes, c'est si mal que ça? Vous vous rendez compte comment là, ça gagne? Comment ça gagne? Et pourquoi ça gagne? Parce que les Yitzhak, ils ne veulent pas être Yitzhak. Eux-mêmes, les gens sont philistinisés. Ils sont très avimélérisés. Alors qu'il faut être un Yitzhak. D'accord? Les gens me disent toujours, ouais, vous êtes trop macpide sur les horaires. Qu'est-ce que ça peut faire d'être en retard? Je dis que ça peut faire d'être en retard, mais le temps ne m'appartient pas. Le temps, c'est un cadeau. Et qui sais-je si dans 1 minute on va me le donner, le temps? Peut-être qu'on va m'enlever le temps. D'accord? Donc la rigueur, dans le temps, dans les principes. Moi quand même à l'armée j'avais la cravate. À l'école il y venait, on me disait ouais vous l'anglais là. On m'appelait l'anglais, vous avez toujours une cravate. Depuis la bar mitzvah j'ai toujours une cravate. Alors les gens ils disent mais il est fou ce mec. Même à 40 degrés. Pourquoi? Parce que la cravate c'est un principe de rigueur. Ouais. Avoir le col ouvert, c'est la porte ouverte vers les chaussures qui traînent, chaussures crasseuses. Voilà. Et pourquoi à l'armée, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, c'est un peu. À l'armée, on dit attention, cheveux courts, chemise dans le pantalon, chaussures cirées. Pourquoi c'est comme ça? Parce que s'il n'y a pas de rigueur, la rigueur c'est dans tout. Si tu n'as pas de rigueur, vous voyez bien pendant le corona, combien de gens malheureusement priaient en pyjama à la maison? Ils restaient en pyjama. Alors que moi, même si je reste à la maison, je mets ma cravate et ma chemise. Donc c'est psychologiquement, les gens me disent il est fou le mec. Il est fou ce mec. Et bien alors, quand j'étais à l'armée israélienne, j'avais la cravate. Il me disait il est fou. Les officiers me disaient mais pourquoi tu mets la cravate? Tu n'es pas obligé. J'ai dit non, c'est psychologiquement ça. Je me sens en rigueur, par la rigueur.
Et la rigueur sauve. Et on dit que le plus grand, le plus riche des patriarches, c'est Yitzhak. Plus riche que son père et son fils. Alors que tu aurais dit la rigueur, ça mène à la mesquinerie, pas du tout. Quand il y a la rigueur, comme on le voit dans le robinet, quand vous avez un tuyau d'arrosage, vous voulez arroser, si vous faites comme ça, il faut mettre le doigt dessus pour que l'eau, elle aille où elle doit aller. Ça veut dire que c'est la rigueur qui fait le jet comme il faut. Et quand vous avez un robinet qui débloque, il va n'importe où, vous faites rien, vous pouvez ni laver la vaisselle, ni prendre un verre d'eau. Donc on voit bien que la rigueur, c'est pas la source des ennuis et de la misère. C'est au contraire la source de la richesse. La rigueur, après vous avez une rigueur dans l'esprit, une rigueur dans l'étude, une rigueur dans tout, avec tout. Après, un mot c'est un mot, un oui c'est un oui. Les gens ils me disent, c'est toujours ouvert la yeshiva? Je dis, vous savez, moi je ne change pas ni de femme, ni de religion, ni d'adresse. Comme si c'était une maladie d'être stable. Vous comprenez? J'ai toujours la même femme. Ah ouais! C'est beau ça! Vous avez compris? Donc, le travail d'Yitzhak, c'est le sujet de la rigueur, et c'est pour ça qu'Avimelech, il n'aime pas ça du tout. Parce que lui, son combat et sa réussite, c'est faites ce que vous voulez, faites n'importe quoi, vous serez heureux. Toi, tu dis, mais après quelques minutes, tu n'es pas heureux. Quand tu fais ce que tu veux, quand tu fais n'importe quoi, tu n'es pas heureux, c'est pas vrai. Et alors, l'intéressant, si vous avez suivi le texte, il a écrit toujours Avimelech, Melech Plishtim, le roi des Philistins, ou Fichol, Sar Tsevao, et toujours accompagné de Fichol depuis Abraham déjà. Donc on ne peut pas dire que c'est le même depuis 100 ans. Et Fichol, c'est pas le même non plus alors. Voilà, c'est comme vous diriez le général en chef. Et un général en chef de l'armée romaine, et vous avez le général en chef de l'armée israélienne. 2000 ans après. Donc ça s'appelle quand même le général en chef. D'accord? Donc il s'appelle Fichol Tzartzvao. C'est quoi Fichol? C'est Pi-Kol. Il a la bouche qui parle de tout. Ah oui. C'est l'arme des Philistins. C'est la bouche qui raconte n'importe quoi. Allez, d'accord? Une fois je suis philistin, une fois je suis ci, une fois je suis démocrate, une fois je suis truc. La bouche qui parle de tout, qui tolère tout. Les gens, ils adorent dire c'est le droit à l'expression. C'est pas vrai, tu n'as pas le droit de dire comme les gosses, le gosse, il voit la dame qui a un bouton sur la joue, il fait, la dame elle a un bouton, il fait comme ça. Alors discrètement, ça va. Si elle a un bouton, ou alors elle a du rimel qui coule sur les trucs, commence pas à dire, on dirait un clown. Les enfants, ils n'ont pas honte, ils sont cruels. Nature. C'est pas beau. C'est pas beau la nature, il faut justement. Faut pas dire. Ils sont petits, ils sont pas. La dame elle sent mauvais, ou le monsieur il a les chaussures sales. C'est-à-dire, picole, la bouche qui raconte ce qu'elle veut, c'est encore un truc des Philistins. Il faut garder une discipline verbale. Parce que avec le discours, tu salis, tu abîmes, tu vexes. Par contre, moi je connaissais des gens, j'en connais encore, qui croient qu'en étant francs, en racontant ce qu'ils veulent, quand ils veulent, c'est beau. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas beau, c'est vexant. D'accord? Et tu fais... Ça fait de la peine. Pardon? Ça provoque de la peine. Et ça fait des dégâts. Donc c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce que tu crois, Avimelech,
il est théorique seulement dans la théorie. Non, il est toujours avec son picole, sa bouche qui parle de tout. Sarsvao. Il picole. Voilà, donc il faut retenir de la paracha qu'il faut devenir des Yitzhak et des Rivka. Et même si on a l'impression d'être des isolés dans notre... des isolés sur les milliards d'êtres humains qui se font insulter quand ils ne tolèrent pas tout, ben il faut dire, non, je ne tolère pas tout. Et tout n'est pas tolérable, et tout n'est pas bien, et tout n'est pas... Et tout ce qu'on a envie, c'est pas forcément ce qu'il faut. Et il est temps de le dire et de le crier, même si on passe pour un idiot parmi les milliers de gens. Vous avez compris? Parce que c'est toujours les minoritaires qui font l'histoire et qui gagnent. Comme on va le voir en fin du mois avec les Hashmonaïm. C'est la minorité qui gagne malgré l'apparence. Voilà, je vous remercie de votre attention.